Comme vous le savez, à Canal 10 Télévision, le jeudi, on parle anthropologie. Et comme à l'accoutumée, je reçois notre spécialiste des humanités classiques africaines, Jean-Philippe Omotunde. Bonsoir, monsieur Omotunde. Bonsoir. Vous allez bien, la semaine s'est bien passée? Très bien passé. Je suis d'autant plus ravi que nous avons la chance d'avoir avec nous donc le docteur Quadro Fernando Bacholo qui va parler de son ouvrage. Voilà. Donc on va parler de 7 ouvrages, donc Totalement. l'Afrique noire, berceau de la médecine et de la chirurgie, qui va effectivement, on va essayer de corroborer la thèse selon laquelle la médecine en totalité, on parle bien en totalité, toute spécialité confondue, vient effectivement de l'Afrique noire. Mais avant de commencer notre débat, j'ai eu des internautes et d'autres personnes qui m'ont demandé, par rapport à votre ouvrage, il y a écrit New Seré Totalement. Omotunde, donc moi je sais que ça veut dire Kalala, donc New Seré Totalement. Kalala Omotunde, et ils me disent, normalement il s'appelle Jean-Philippe, donc pourquoi Oui. il met ça sur ses ouvrages? Alors, en fait, la chose, c'est que c'est important de savoir que dans l'école dioppienne, donc c'est vrai que, notamment le professeur Bilolo, donc m'a dit, tu es Kalala, tu seras Kalala. Alors, Kalala, c'est quoi? C'est-à-dire que au sein du royaume Congo, lorsqu'il y a des problématiques assez importantes, des problématiques fortes qui touchent le royaume, ben, on convoque le Kalala qui a pour mission d'étudier le problème et de trouver une solution. Voilà, donc c'est pour ça qu'il m'a dit tu es Kalala et tu es Kalala, point final. Voilà. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas le choix. Voilà. D'ailleurs, tout le monde m'appelle Kalala quand je suis dans les colloques, donc les choses sont relativement simples. L'autre nom, Nuséré, c'est celui qui plaît à Dieu, qui est un nom pharaonique, parce que la chose, on ne la fait pas pour soi, on la fait pour un idéal. Vous voyez, donc c'est pour cette raison, et Omotunde, celui qui est revenu vers ses ancêtres. Alors, c'est-à-dire que c'est important parce que la démarche du nom, vous voyez, ça fait depuis plusieurs siècles que nous sommes privés de la possibilité d'avoir un regard même sur notre propre nom, puisqu'on a des noms qui découlent de la colonisation. Et c'est important de pouvoir affirmer véritablement ce que nous sommes en tant qu'individus vivants, êtres humains, par, je dirais, notre tradition qui est la nôtre, qui est la tradition africaine. Parce que ce sont les aléas de l'histoire qui nous ont empêchés d'avoir ces noms qui sont nos noms authentiques. Et je suis toujours très ravi quand je vois quelqu'un chez nous qui a pu garder son nom africain. Parce qu'avec ce nom, ben, c'est beaucoup plus simple pour lui de remonter sa généalogie quand il est sur le continent. Voyez, et ça, c'est important de le souligner. Maintenant, Il y a des cérémonies, je crois, des cérémonies. Totalement. Son nom. Maintenant, ce que je constate dans les documentaires, les reportages que je vois, c'est que les uns et les autres se présentent par rapport à leur origine. Vous avez quelqu'un qui vient d'Inde, qui va intervenir, ça concerne la Guadeloupe, mais il va intervenir en disant « je suis un Indien, donc de la Guadeloupe, et c'est vrai que cette tradition africaine, je l'ai rencontrée en Guadeloupe ». Vous avez quelqu'un qui vient de Syrie, qui va manifester le fait que oui, il vient de Syrie. Et nous, on arrive en créole, c'est-à-dire on vient de quelque part qui n'existe pas. Vous voyez, toujours cette définition venant de l'autre, alors qu'il s'agit quand même de prendre racine. Vous voyez, et pour prendre racine, il faut prendre racine dans du concret. Nous venons du continent africain, qui est le berceau de l'humanité, mais aussi le berceau de la connaissance scientifique. Et ça, c'est important de le souligner. Et c'est vrai que tous les grands savants de l'Antiquité sont venus en Afrique pour recevoir la connaissance. Vous voyez, et la chose, c'est qu'aujourd'hui, on doit pouvoir se laver, je dirais, des problématiques psychologiques nées de la période coloniale pour pouvoir se présenter simplement comme nous sommes, sans rentrer, je dirais, dans les arrière-pensées coloniales. Il faut maintenant, je dirais, tirer un trait avec toutes ces choses-là et voir les choses avec beaucoup plus de, je dirais, de rigueur et aussi de pragmatisme. Parce que c'est faire preuve de pragmatisme que de dire que nous sommes des Africains de la Guadeloupe. Et ça, c'est important de le souligner. Alors après, on me dira, mais africain. La chose, c'est que vous savez, être africain, c'est pas le principe. Il ne s'agit pas simplement du fait d'être né sur le continent africain. Il s'agit d'un idéal. La première des choses, c'est d'affirmer que l'Afrique a un avenir. Et un avenir qui sera vraiment placé sous la responsabilité des Africains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le rapport avec l'univers, le rapport avec la création. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir le développement sur la base de la prédation de l'homme sur la nature. Vous voyez, nous, on a fait du développement en Afrique, mais on n'a jamais considéré qu'on allait trucider la nature pour pouvoir bâtir des choses. Non, on a fait avec la nature. Et c'est pour ça que quand vous regardez l'architecture prend les formes de la nature. Les colonnes ressemblent au papyrus. Vous voyez, donc c'est-à-dire que c'est important de comprendre ça. Parce que la nature, elle est à l'intérieur de l'homme et elle est à l'extérieur de l'homme. Quand il nuit à la nature à l'extérieur de lui, il nuit à lui, à son intériorité, sur tous les niveaux. Et on le voit.
avec les problèmes de santé que nous avons aujourd'hui. Donc c'est important de rebâtir cette relation. Maintenant, on nous dit l'animisme. Mais vous savez que tous les scientifiques de la planète vous disent que sur une planète où il y a des animistes, on ne risque pas des problèmes de pollution, on ne sera pas confronté à des problèmes de détérioration des cycles, voyez, au niveau du fonctionnement intrinsèque de la nature. Tandis que dans les autres visions où on doit dominer la nature, alors ça c'est assez extraordinaire, comment l'homme peut-il dominer la nature ? Voyez, eh bien là, on rentre dans une problématique d'exploitation de la nature à des fins de profit financier. Et c'est là que le problème commence. Voyez, et ça, c'est important de le comprendre. Il va falloir régler ce souci Totalement. assez rapidement. La dernière chose que je dirais, c'est que la physique quantique a démontré que l'animisme a un fond scientifique. C'est-à-dire qu'alors que tout le monde pensait que c'était des joyeux individus qui racontaient des histoires de Homer debout, la science quantique a démontré que, je dirais, la philosophie spirituelle la plus proche de la réalité scientifique, c'est l'animisme. Vous voyez ? Mais la chose, comment c'est se sont-ils rapprochés justement parce qu'ils ont étudié le fonctionnement de la création. Et c'est par le fait d'avoir étudié le fonctionnement de la création qu'ils ont compris comment Dieu animait cette création. Mais il y a une chose qu'ils ont dit, tout est parti de l'œuf, c'est-à-dire le point initial du Big Bang. Et toutes ces choses étant parties du point initial qui est le Big Bang, sont toujours rattachées par une filiation qui agit dans le domaine de l'invisible, pas dans le domaine du visible. Et cette connexion existe toujours dans le domaine de l'invisible. Mais encore faut-il que l'homme soit tout simplement suffisamment humble pour reconnaître que la nature est la grande initiatrice et a toujours été la grande initiatrice des hommes. Maintenant, si vous décidez de passer outre cette grande initiatrice, vous mettez votre existentialité en danger. Et là, on parle de la disparition des espèces. Parce que c'était des choses qui n'existaient pas. Vous savez, en créole, le mot poubelle, ça existe, mais ça à la poubelle. J'ai jamais entendu ma grand-mère me dire de mettre un truc à la poubelle. Vous voyez, c'est ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que tous les termes de destruction sont des termes étrangers à la culture africaine. Vous voyez, même quand on prend la division des hommes, on cherche à diviser les hommes, on dit les êtres humains. Vous voyez, peu importe comment il est, c'est un être humain. Maintenant, tous les termes de division viennent de la civilisation horizontale. Celui qui est métis, celui qui est chabin, celui... Est-ce que vous voyez l'affaire ? C'est la civilisation horizontale qui crée les termes de division. Et la chose, c'est qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, c'est une civilisation qui génère la division, qui génère le détachement. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, quand on dit que nous sommes africains, c'est parce que nous considérons que cette façon de voir la présence de l'homme dans la création n'est pas compatible avec la vision de nos ancêtres. Et ça, c'est pas redevable du fait d'être né en Afrique, c'est redevable du fait de croire à un idéal de la présence humaine sur Terre, c'est-à-dire le respect de la création. Tout simplement. Voilà. Donc, irrespect de la création qui engendre effectivement des maladies. On voit Totalement. beaucoup de maladies qui émergent. Nous parlerons de médecine ce soir et je vais me tourner justement vers vous. Pourquoi avez-vous planché sur cet ouvrage particulièrement ? Pourquoi avoir été cherché aussi loin ? Alors, c'est-à-dire que j'ai, d'une part, rejoint l'Institut Perrenc en Martinique, qui est l'équivalent d'ANIJA, initié par justement Kalala Motoundé. Et auparavant, il y a une rencontre que j'avais faite avec l'un de ses ouvrages sur les origines africaines du savoir grec. Et donc la jonction a été faite à l'intérieur de... Quand on étudie les humanités classiques, on apprend que les mathématiques ont été inventées par nos ancêtres africains, que l'écriture a été inventée aussi par nos ancêtres africains. Et la monnaie aussi. La monnaie, alors... professionnel que je suis, je lui demandais si mon métier, si la discipline que j'avais choisie ne l'était pas aussi. Et ça a été une grande aventure, de découverte en découverte. Et aussi, il faut dire que les vidéos du confrère et docteur Guy Kodzo Alovor, qui est un orthopédiste et un éminent diopien, on va dire, qui il montrait déjà comment la césarienne était initiée dès le 19e siècle avec des bons résultats. En même temps, en ayant rencontré
Claudine Brelet, qui, dans les médecines du monde, c'est un livre qui s'appelle comme ça, Les médecines du monde, où elle expliquait combien la médecine égyptienne avait solutionné presque tous les problèmes. Bon, donc en fait, voilà, donc il fallait se mettre au boulot. Et puis, j'ai moi-même été comblé d'apprendre que l'ensemble des spécialités avaient été inventées par nos ancêtres. Tout commence avec un doute. Voilà, c'est-à-dire que la chose, c'est pouvoir gérer le stade de départ où on a l'impression qu'il n'y a pas de matériaux. À un moment, on se retrouve complètement submergé par la documentation. Et je pense que c'est vrai que le fait d'avoir fondé l'Institut Perrenc en Martinique, c'est aussi le fait de pouvoir mettre à disposition une documentation ancienne à toute une panoplie de professionnels dans différents univers, pour leur permettre de voir que lorsque nous parlons de l'origine africaine de votre activité professionnelle, c'est pas en l'air. C'est-à-dire qu'il y a des matériaux. Maintenant, la chose qu'il faut quand même souligner, qui est quand même relativement importante, c'est que Quadro, par le fait qu'il soit médecin, il a une vision de technicien beaucoup plus poussée que celle que j'ai. Puisque moi, ce qui est important pour moi, c'est la diffusion du savoir africain à l'extérieur des frontières de l'Afrique. Mais là où il a été particulièrement pertinent, c'est lorsque, vous savez, dès qu'on parle de la médecine en Afrique ou de la médecine en Égypte, les Occidentaux ont l'habitude d'utiliser un terme qui est le terme magie. Et je dirais ce qu'il y a d'extrêmement fort dans l'analyse qu'il a faite, c'est d'avoir démontré qu'il ne s'agit pas de magie. Il s'agit d'un univers particulier qui est la médecine quantique, qui est un univers extrêmement moderne aujourd'hui, très utilisé dans le sport, vous voyez. Et cette chose-là, qui a maintenant ses spécialistes et qui fait colloques, qui organise des colloques à travers le monde, auxquels, pour certains, il a l'occasion de participer, eh bien, ça a amené à une compréhension scientifique de ce qu'on appelle la médecine traditionnelle. Quand on dit que, par exemple, hier, je lui disais que j'avais mal au genou, il me dit, voilà, la crème de bois d'Inde avec du girofle, voilà, de la cannelle, mais tu tournes dans le sens de l'aiguille d'une montre. C'est le sens de l'aiguille d'une montre que j'ai apprécié. Vous voyez? Parce que je dis, c'est ça qui fait que nous sommes africains. C'est-à-dire que quelqu'un va mettre la pommade, mais l'Africain va te dire, il faut tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre. Pommade. Et c'est là où il a été, mais franchement, je suis resté sans voix. Quand j'ai vu comment il a percé le mystère de cette médecine africaine dans le domaine donc de l'outillage scientifique, comme dans le domaine de l'approche quantique, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Alors, qu'avez-vous découvert? Dites-nous tout. Ben, écoutez, c'est énorme déjà de découvrir que le stéthoscope, qui est l'outil de prédilection, on va dire, des médecins. De tous les médecins de famille, et de tous les médecins, cardiologues et autres, que le stéthoscope est une création africaine. Et donc, si vous voulez, aussi le génie qui est que la présentation du stéthoscope est d'emblée binaurale, c'est-à-dire avec un écouteur dans chaque oreille. Et ça, c'est par rapport à l'histoire même du stéthoscope. Quand on recherche l'histoire du stéthoscope en Occident, il a d'abord été monaural, c'est un tube, et puis le médecin était adossé comme ça avec son outil. Et de comprendre que plus de presque 18 siècles après, la découverte du stéthoscope en Occident n'égalait pas la découverte égyptienne, et la tristesse que si nos ancêtres n'avaient pas été fracassés, eh ben l'essentiel de leurs données, on aurait gagné du temps, plutôt que de chercher. Pendant 19 siècles. Beaucoup de temps, il a fallu longtemps pour arriver au stéthoscope binaural. Donc, mais enfin, il y a aussi tout l'aspect de la pédiatrie, tout l'aspect de c'est-à-dire comment on ne donnait pas de lait de vache aux enfants. C'est-à-dire que il n'y avait que le lait maternel qui était administré. Il savait déjà donc que le lait de vache n'était pas pour les enfants. Il savait déjà. Justement, c'est qu'en faisant ce travail, je suis tombé sur des études
suédoise de la recherche scientifique qui montre que justement que le lait de vache ne convient pas normalement aux humains en raison notamment des facteurs de croissance. Et donc vous avez des informations extraordinaires que ce travail d'investigation dans l'histoire qui a débouché sur des aspects pratiques actuels et modernes, que l'on réduit les cancers quasiment en arrêtant l'alimentation à base de lait de Oui, mais d'un vache. côté, on sait ce qui est bon finalement, puisque nos ancêtres le savent depuis des millénaires visiblement, mais il y a une volonté manifeste, encore une Voilà. fois, C'est-à-dire que, d'occulter. Voilà. Alors, vous c'est-à-dire que avez les laboratoires sont cotés en bourse. Donc la maladie devient un enjeu financier. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on parle de l'assurance maladie. On s'est compris. Je disais que justement, vous avez par exemple cette chercheuse qui est le professeur Svanborg, Katharina Svanborg, qui vient donner raison à nos ancêtres. Et donc il y a toutes ces choses, la pilule qui existait, le préservatif qui existait, la neurochirurgie. Attendez. Oui. Des opérations du crâne, enfin, percer le crâne, ouvrir le crâne. Voilà, il y avait des trépanations, elles sont avérées, mais c'est dès Quand on lors... voit toute la technologie dont on a besoin à l'heure d'aujourd'hui, salles stériles et consorts, Voilà. on a du mal en fait à se projeter et se dire 2000 ans auparavant, ils faisaient déjà ça. Les preuves sont dans l'ouvrage preuves sont là. avec une iconographie et donc avec des références. Et j'ai été moi-même le premier surpris, le premier bluffé agréablement par la puissance des découvertes et puis le génie de C'est nos incroyable. ancêtres. Mais justement, je voulais qu'on prenne le temps de regarder un premier document qu'on a amené. C'est sur le serment, le fameux serment d'Hippocrate. Voilà. C'est important de pouvoir voir Que ça. tous les médecins doivent prononcer Totalement. effectivement quand ils commencent leur carrière. On y va pour le premier document. Bonjour, je m'appelle Marie et je voudrais savoir pourquoi les médecins prêtent-ils serment. Alors pourquoi? En fait, le serment en question, c'est le serment que la plupart d'entre nous connaissons sous le nom de serment d'Hippocrate. Donc c'est bien de ce serment dont il s'agit, qui est attribué à un médecin de l'Antiquité grecque. C'est un texte qui remonte au 5e ou 4e siècle avant Jésus-Christ et qui semble être un texte authentique et qui a une très longue histoire puisque c'est ce texte qui, depuis cette époque d'Hippocrate, a été prêté comme serment par les médecins au moment de leur entrée dans la profession jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le texte en lui-même est différent dans les formes, dans la forme et dans les termes, le texte tel que nous le prêtons en France et dans d'autres pays. En revanche, c'est le même dans l'esprit. Alors maintenant que nous savons de quel serment il s'agit, la question des enjeux. Alors les enjeux sont doubles. Alors, il y a un premier enjeu qui est un enjeu symbolique et qui ne rend pas ce serment particulièrement original ni même spécifique à la profession médicale. On sait qu'un certain nombre de communautés, de groupements, de confréries demandent aux nouveaux membres qui rejoignent leur sein de prêter un serment. Donc le serment d'Hippocrate a aussi présente cette dimension. En revanche, ce qui fait vraiment l'originalité, la spécificité de ce serment pour les médecins, c'est qu'il définit la déontologie de la profession. Alors, cette déontologie, elle est définie en 2 temps, dans le texte des origines, et on retrouve aussi ces 2 aspects dans les versions contemporaines. D'une part, le respect absolu du malade, c'est-à-dire l'obligation de ne pas lui nuire, de ne pas nuire à son intégrité physique et aujourd'hui à son intégrité mentale. Ce qui fait par exemple que dans le texte des origines, l'euthanasie comme l'avortement sont des pratiques interdites, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, en tout cas dans les termes tels que le texte existe. Et puis l'autre dimension de ce serment, c'est la protection et le respect de l'intimité du malade, de sa famille, avec la question toujours actuelle du secret médical. Alors de ce point de vue, en fait, on comprend très bien que ce texte est très important parce qu'il vise à légitimer une profession aux yeux de la société, une profession qui jouit d'un pouvoir extraordinaire, alors à la fois le pouvoir de vie et de mort, et aussi le pouvoir de savoir des choses sur les choses qui relèvent de l'intimité des gens, et que donc, de ce point de vue-là, c'est un texte qui décrit vraiment une déontologie de manière à rendre la profession acceptable aux yeux de la société. Alors, monsieur Omotunde. Oui, alors il y a une chose qui est quand même assez extraordinaire dans ce que nous dit ce cher monsieur, c'est que le serment d'Hippocrate,
il jure par Esculape. Et Esculape, c'est le nom grec du père de la médecine en Afrique. Il y a Imhotep. Et que les Romains vont appeler Asclépios. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est difficile, en fait, de nier la réalité. Parce que si Hippocrate fait un serment au nom d'un médecin africain, c'est bien parce qu'il a étudié la médecine en Afrique. Et Jean-François Champollion a été relativement clair. Hippocrate a traduit des textes d'Imhotep en grec sans citer ses sources. Et c'est Jean-François Champollion qui, quand il a déchiffré les papyrus de médecine de l'Égypte et il avait les textes grecs, il s'est dit, mais regardez à la virgule près. Vous voyez? Et c'est là que je vois, tiens, que Jean-François Champollion parle d'une copie à la virgule près. C'est-à-dire, il y a des procédés qu'il a repris à la lettre. Et c'est pour ça que Claudine Bertrand-Lueff dit qu'effectivement, on a les traces, on a des éléments qui montrent qu'Hippocrate, et pas lui, pas que lui, il y avait beaucoup d'autres médecins qui ont été donc en Afrique, et c'est là qu'ils ont découvert le bistouri, c'est là qu'ils ont découvert tout ça. Maintenant, la chose, c'est que, est-ce que ce serment était un serment grec? Est-ce que quelque part, il n'y a pas une origine africaine à cette chose-là? Et c'est là que, justement, rentre en jeu Quadro pour expliquer, justement, l'origine de cette chose-là. Alors, comment le démontrez-vous? C'est-à-dire que l'éthique, c'est-à-dire toute la pensée médicale africaine est basée sur l'humanité profonde. Et à mesure, dans plusieurs cas, de fracture du cou, avec les 4 membres paralysés, donc une tétraplégie, on voit l'humanité du médecin qui doit rester auprès de son patient pour l'accompagner. Il y a des attitudes face à la maladie, des maladies que l'on pouvait soigner, d'autres maladies qu'on ne pouvait pas soigner. Et même lorsqu'on ne pouvait pas les soigner, il y avait une attitude. Et c'est là qu'il y a la notion aussi de soins palliatifs. C'est là que la notion de secret médical apparaît. C'est là où l'obligation de soins apparaît. C'est là aussi où ce n'est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Mettre tout en œuvre pour sauver la vie, pour guérir les patients, pour leur permettre de recouvrer leur santé. Et donc, vous avez un président du Conseil de l'Ordre en France, le professeur Erny, qui raconte même que Imhotep, que ce serment qui avait cours en Afrique était bien plus élevé que l'éthique que proposait Hippocrate. Donc, c'est dire que l'antériorité était bien mieux que ce qui a suivi. Donc Hippocrate a sorti une version un peu diluée. Voilà. Et donc, vous voyez que, comme Kalala le précisait, donc les Grecs, en nommant Asclépios, en fait, c'est à Imhotep qui faisait référence. Et les Romains, en nommant Esculape, c'est encore à Imhotep. Donc la même référence. Et donc Imhotep est véritablement à la fois pour des sommités comme le professeur Osler, que les cardiologues connaissent bien parce qu'il a décrit l'endocardite, qui est l'infection des parois, des valves du cœur. Il reconnaît que Imhotep est le père de la médecine. Et vous avez aussi le docteur Guy Kodzo-Alouvor qui le reconnaît, vous avez Claudine Brelet qui le reconnaît. Enfin, vous avez ces connaissances il fallait les assembler pour que... Mais désormais, maintenant, on comprend qu'il y a un argumentaire. On comprend qu'il y a un argumentaire. La communauté médicale est d'accord, en tout cas. Pas à l'unanimité, mais... C'est-à-dire que je pense qu'elle va l'être de plus en plus. Mais c'est ce à quoi humblement j'espère que l'ouvrage va servir. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient tout de suite avec nos invités en plateau.
De retour sur le plateau de la grande édition, nous sommes toujours avec nos deux experts et nous débattons justement ce soir sur cet ouvrage en particulier qui retrace l'origine africaine justement de la médecine et de la chirurgie. On parlait tout à l'heure du serment d'Hippocrate qui est attribué au père de la médecine qui serait donc Imhotep. On a parlé aussi de la médecine quantique, une médecine donc à des niveaux de l'infiniment petit. Donc ils étaient très en pointe. Et il semblerait aussi qu'au niveau des outils, eh bien, tous les outils en médecine, effectivement, viennent au Sud-Afrique. Oui, en effet, qu'il s'agisse du bistouri, qu'il s'agisse des sondes, qu'il s'agisse de la pince à forceps, qu'il s'agisse de crochets, enfin, tous les outils modernes utilisés en chirurgie ont été inventés et on peut les voir dans les musées. Il y a quelques photos dans l'ouvrage. Et il faudrait aussi indiquer que la pharmacie aussi a été inventée par nos ancêtres. Le mot pharmacie est un mot égyptien. Et la pharmacologie et la pharmaceutique, et donc les pharmaciens sauront... et vous avez même aussi les divers... présentation, on appelle ça la galénique, soit comprimé, suppôt, sachet, donc tout solution ça, buvable, collyre, tout ça existait. Et donc c'est énorme. Les soins dentaires aussi, hein, les couronnes, les extractions dentaires, enfin tout cela est... Voilà, tout ce qui est utilisé en médecine le traitement moderne, en ophtalmologie, les traitements de cataracte, tout ça existait. Tout ça là. Voilà, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on invite les gens à venir partager un moment de culture et de connaissances avec le docteur Quadro Fernando Bachelot demain, c'est-à-dire vendredi, à l'espace Le Couloir à Castel, où il donnera une conférence et il va montrer justement une documentation beaucoup plus étoffée que ce que nous allons montrer. Mais c'est bien parce que c'est important que les gens puissent voir que le temps est venu, en fait, de réinitialiser un peu ces connaissances, d'accorder un minimum de sérieux aux nouvelles découvertes qui ont été faites lors des fouilles et ces matériaux qui viennent tout simplement raconter une autre histoire, qui place l'Afrique noire à sa vraie place. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on mette d'ailleurs le deuxième document et on va laisser justement notre docteur commenter ces matériaux qu'il a apportés. Alors, là, vous avez le papyrus d'Ebers. Alors, le papyrus, en fait, c'est surtout que la médecine était écrite avec les traités voilà. De cardiologie, traités de chirurgie, traités de gynécologie. Et donc, c'était sur les papyrus. Et donc là, vous avez la photo d'Imhotep à gauche. Voilà la statue. Et puis la statue. Et puis là, vous avez comment Imhotep a été décliné, on va dire, suivant la culture. Hein. Donc, Imhotep, qui a d'ailleurs été divinisé, on peut retourner en arrière, Imhotep qui a été divinisé, ou alors, ça fait rien. Voilà. Imhotep qui a été divinisé à Memphis. Finalement, bon, c'est Asclépios pour les Grecs et Esculape. Hein, pour les Romains. Pour les Romains, voilà. Et il y a la terminologie au niveau du lexique pharaonique, voilà. Au niveau des noms. Voilà, le médecin. Absolument. Le médecin, c'est un sous-nom. Voilà, et vous voyez la lance, enfin, en tout cas, c'est le médou, hein, le hiéroglyphe. Vous avez pour le chef des médecins, vous avez le chirurgien, vous avez le prêtre guérisseur aussi. On voit qu'il y avait des inspecteurs de médecins, le prêtre totalement. Purificateur. Totalement. Voilà, c'était extrêmement structuré. Même un doyen. Oui, il y avait le doyen des médecins. Le doyen de la faculté de médecine, de l'Égypte pharaonique. Voilà, et vous aviez une rigueur, une organisation très très poussée. Mais qui a inspiré l'organisation actuelle, concrètement. Voilà, il y avait aussi un ordre des médecins où le premier président de l'ordre des médecins était une femme, hein, Pesséchette, et donc qui montre aussi la place de la femme dans... Ça s'est déjà produit en France ? Je ne vois pas. Hein. D'accord. Juste une petite parenthèse. Et là, vous avez l'anatomie du crâne.
donc avec toute la terminologie. Et là, vous avez l'intérieur d'un crâne. Donc ils avaient déjà des appellations pour toutes les parties qui Toutes les parties. C'est-à-dire que pourquoi, tous les étudiants en médecine ou tous ceux qui sont étudiants en santé savent que c'est l'anatomie du crâne qui est la plus difficile à apprendre. Or, voilà, elle était connue par nos ancêtres. Et là, vous avez une coupe donc sagittale pour savoir tout ce qui est à l'intérieur d'un crâne. Là aussi, c'est compliqué. C'est la base de la neurochirurgie. Et tout ça était connu. Et vous voyez, tous les organes, le cervelet, la protubérance, tout ça est nommé, mais en caractère hiéroglyphique, donc en Médoune Etcher. Donc une écriture qui date aujourd'hui de plus de 6000 ans. C'était 4000 ans avant notre ère. Là aussi, l'abdomen n'avait pas de secret. Tous les organes étaient nommés avec les rapports entre eux. En fait, le sein, vous voyez comment l'anatomie du sein est extrêmement précise sur le muscle pectoral. Là, c'est le premier préservatif, alors qui pouvait soit être fait en lait, trempé dans de l'huile d'olive, ou alors être en intestin de mouton. Il y avait déjà le souci de se protéger des maladies vénériennes. Enfin, il y avait toute une organisation. Quand on dit à l'époque, effectivement, il n'y avait pas de régulation de la population, en fait, elle se régulait quand même. C'est incroyable. En tout cas, c'était pour se protéger des maladies. Pour se protéger des maladies, mais bon, après, le système européen, c'était plutôt pour réguler effectivement les populations. C'était là surtout parce qu'il n'y avait pas l'idée d'entraver la vie, il n'y avait pas de besoin particulier pour ça. D'accord, incroyable. Et puis là, vous avez la première prothèse. Alors, on voit qu'une prothèse de pied, donc les orteils sont faits en bois, le dessus de la prothèse est fait en cuir. Donc on comprend que cette prothèse était éminemment fonctionnelle, c'est-à-dire que celui qui était amputé du pied pouvait avoir une prothèse de pied et donc pouvoir marcher. Je ne sais pas si on se rend compte de la technicité déjà esthétique de la prothèse et de la fonctionnalité de la prothèse. C'est vraiment extraordinaire. Adapté vraiment, qui s'adapte au pied. C'est extraordinaire. Vous voyez, c'est impressionnant. Et ça date de quand, ça, à peu près? Toutes ces choses-là datent de plus de 4000 ans. D'accord. On n'a vraiment rien inventé, concrètement, de notre ère. Vous savez, les deux premiers bistouris sont africains et puis les suivants qui sont d'aujourd'hui. On voit qu'il y a guère eu d'évolution. Pourquoi? Est-ce qu'on peut expliquer ça? Pourquoi ils ont trouvé la forme parfaite. Donc c'est qu'il n'y a pas mieux, en fait. Mais c'est comme le stéthoscope. D'emblée, était binaural. Et même les évolutions, finalement, aboutissent au stéthoscope qui est encore binaural. D'accord. Donc, on peut imaginer qu'il y a eu des siècles de recherche, en fait, pour arriver à ces résultats. Ce pas des choses qui ont émané de l'Afrique comme ça, du jour au lendemain. C'est-à-dire que le bistouri est déjà en métal. En plus. Ce que nous voyons là, c'est du métal. Et le stéthoscope binaural, justement. Voilà. Et vous avez justement une photo Là, à l'écran, on voit le stéthoscope. Donc, on voit les deux anses pour chaque oreille. Et puis, la membrane, à l'époque, était un peu grande. Mais quand on voit après les stéthoscopes en Europe, on comprend que c'était une grande avancée que d'avoir déjà un modèle, au moins. à l'époque. Et les bruits du cœur étaient connus et les premiers traités de cardiologie, donc on comprend comment ils ont été écrits. Sans stéthoscope, c'eût été impossible. Mais on se demande, avec autant de preuves, comment effectivement dans la communauté médicale, on peut encore remettre en doute ce genre, pas de théorie. Il faut souhaiter que ce soit partagé. Nous souhaitons qu'à la conférence de demain, vendredi, que viennent de nombreux confrères, d'autres professionnels de santé, les infirmières, les sages-femmes, tous ceux qui, de près ou de loin, sont des professionnels de médecine, et même les autres, pour partager, pour commencer de partager ces savoirs. Ce sont des savoirs qui étaient éparses. L'intérêt de l'ouvrage, c'est de les rassembler. Et c'est la surprise, c'est peut-être la somme de tous ces éléments qui sont là, rassemblés. Mais sinon, c'est à partager, c'est à
davantage à faire savoir autour de nous. Et nous autres professionnels, en tout cas, j'espère que nous serons plus au clair sur les origines de nos savoirs. Ça, c'est important. C'est important aussi de voir, j'aimerais qu'il revienne là-dessus, c'est-à-dire que pouvoir discerner le sexe d'un enfant avant sa naissance, ça vient de l'Afrique noire pharaonique. Ils avaient des échographies. Les tests de grossesse. Voilà. Alors, il y avait des mixtures, c'était des fois l'orge. C'était basé sur le fait que, sur l'hormone qui était contenue dans les urines de la femme enceinte. Et donc, c'était l'orge, c'était un garçon, c'était le seigle, c'était une fille. Et en fait, ça correspondait. Et donc, La réaction chimique en fonction. On pouvait déjà savoir. Voilà. Et c'est pour ça qu'on voit que la biologie c'était des tests biologiques qui étaient ce qu'on faisait à cette époque. Mais n'empêche que le sexe de l'enfant était connu avant l'accouchement. Mais le test de grossesse vient aussi de l'Afrique noire pharaonique. Tout à fait. Voilà. Parce que pour savoir si une femme est enceinte ou pas... Voilà, on avait la certitude on savait, on lui donnait une mixture, si elle vomissait pas, elle n'était pas enceinte, si elle vomissait, elle était enceinte. Et puis il y avait donc il connaissait très bien le corps, mais aussi des réactions du corps. Ah, mais, son fonctionnement et ses réactions en fonction effectivement de tel ou tel élément. Il est dit dans l'ouvrage qu'on ne trouve pas d'exemple de civilisation qui place autant l'être humain et la vie au premier plan. Et c'est ce que nos ancêtres ont réalisé, et avec une humanité extrêmement profonde. Et il n'y a pas d'égal jusqu'alors. Maintenant, il y a une distinction qui apparaît, c'est cette médecine qui est très scientifique, va intégrer un domaine donc, qui est le domaine de l'invisible dans le fonctionnement de l'être humain, pour en faire un territoire d'expression d'une science qu'on appelle aujourd'hui la quantique. Et c'est important parce que ce qu'aujourd'hui beaucoup appellent la magie, c'est-à-dire comment l'énergie circule tout simplement dans le corps humain et comment des pathologies peuvent apparaître tout simplement par une rupture de cette circulation énergétique, eh bien, c'est là où il rentre justement dans l'explication technique de ça avec le vocabulaire de la science d'aujourd'hui pour permettre à tout un chacun de comprendre de quoi il est question quand on parle de médecine dans le contexte africain. Parce que moi j'ai l'impression en fait que les découvertes que l'on réalise en ce moment, ce serait en fait que le sommet de l'iceberg, des connaissances qui étaient pratiquées en Égypte antique. Et est-ce qu'on ne sait pas, où on sait, ou on ne sait pas si... Non, c'est-à-dire par rapport à l'Égypte, on est très loin. Non, là, c'est pas la même planète. D'accord. Ah oui, c'est pas la même planète. C'est-à-dire on est... La médecine en Égypte pharaonique touche tous les domaines de la réalisation dans la conception d'un être humain et du maillage de la dimension énergétique avec tout ce qui concerne les vibrations, parce qu'un corps émet des vibrations, mais il y a des différences de vibrations par rapport au chakra. Et que le chakra donne déjà une indication sur la santé des organes qui se trouvent dans son environnement. Et c'est là où il est rentré dans une analyse qui non seulement a permis de retrouver les noms africains des chakras, mais l'analyse africaine du fonctionnement de ces chakras. Et c'est ça qui est intéressant de voir. C'est-à-dire que j'ai beaucoup appris du corps humain. Et je pense que je voudrais beaucoup partager ça avec le plus grand nombre. Et je pense, enfin, ce qu'il faut signaler aussi, c'est que beaucoup des médecins étaient des prêtres. Et donc, il y avait aussi des médecins laïcs, mais il y avait beaucoup de prêtres qui étaient médecins. Et peut-être que cela permet de comprendre le haut niveau on va dire, d'investissement, des connexions que l'homme a avec l'ensemble des
des autres éléments de la Terre, comment l'homme a des connexions avec l'animal, comment il a des connexions avec les végétaux, comment il a des connexions avec les minéraux, comment la Terre est vivante, comment nous sommes en connexion avec la Terre, comment nous Même les recevons cycles lunaires, les cycles solaires. l'énergie à la fois cosmique et à la fois tellurique. Et toute cette dimension, les méridiens, c'est une découverte africaine, ça s'appelle les métous. Les chakras, c'était les haritus. Et donc, vous avez toute cette dimension, y compris la médecine vibratoire, les incantations, chanter des mantras, tout ça, c'est... Mais est-ce qu'on a des matériaux de ce type? Est-ce qu'il reste beaucoup de matériaux de ce type? En Asie, beaucoup. Oui. En Asie, mais je parle en Afrique. En Afrique, oui. C'est-à-dire Certainement, quand vous oui, rencontrez, certainement. quand vous allez en Afrique, je dirais que ce soit au Bénin, au Cameroun, chez les Bamileke, quand vous rentrez dans l'Afrique profonde, là vous voyez des choses étonnantes. Et ce qu'il faut quand même souligner, beaucoup de spécialistes mondiaux vont en Afrique. Toujours. Mais bien sûr, parce que là vous avez des choses. Vous savez que la Belgique, pourquoi ils vont au Gabon? Parce que le Gabon, c'est soigner quelqu'un qui est atteint d'une maladie mentale. Et le problème, c'est que les psychiatres disent, mais mince, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est-à-dire quelqu'un qui en Belgique est atteint, qui est déjà devenu complètement fou, les médecins l'envoient au Gabon et le gars revient sain. Mais vous voyez, c'est des choses que tout le monde sait dans On le a régressé dans le milieu concrètement. pratique. On a régressé. La C'est-à-dire qu'on médecine est- non, a c'est régressé. vautré dans le business. Et je dirais, la notion de médecine perçue comme étant la relation de l'homme avec la nature et avec les énergies qui circulent en lui et qui se connectent à la nature, c'est ça qui a été perdu. C'est pour ça que vous pensez qu'ils veulent remplacer, par exemple, les flux énergétiques, l'utilisation de flux énergétiques par de la nanotechnologie, des petits robots qui feraient Ça le ne travail marchera pas. à notre place? On a remarqué par exemple que le simple fait de demander aux gens de marcher pieds nus un peu plus souvent durant la semaine permettait au métabolisme de se réinitialiser. Ah oui? Vous voyez? Et c'est pour ça que aujourd'hui marcher pieds nus sur la Terre fait partie d'une... Parce qu'on prend de l'énergie par nos pieds? Parce que la Terre possède une énergie qui est une énergie négative, là où c'est une énergie positive. Et les cellules ont besoin de l'énergie positive et de l'énergie négative pour se réinitialiser et pour véritablement activer le processus de rajeunissement et de fabrication de nouvelles cellules. Donc on voit bien que, et les médecins le constatent, nos grands-mères ici en Guadeloupe et nos grands-pères qui avaient cette connaissance-là de marcher pieds nus, à qui on a dit non, il faut mettre des chaussures. Aujourd'hui, la médecine dit non, non. Il faut quand Marcher pieds même nus. revenir au fait de marcher pieds nus, parce qu'il y a une relation énergétique entre l'homme et la terre, et le corps humain a besoin de cette énergie-là pour faire fonctionner les cellules du corps. Et ce sont des choses qu'il aborde justement dans l'ouvrage. C'est intéressant de voir toute cette dimension-là ontologique du fonctionnement de l'être humain. Oui, j'invite vraiment tout un chacun à partager, parce que c'est donc toutes ces données qui sont rassemblées, puisque en fait ça ne fait pas partie de la formation initiale de la plupart d'entre nous. Et donc Mais on n'a pas d'éducation à la spiritualité, en fait, déjà à la base. Donc, c'est ça, c'est qu'on difficile à comprend. concevoir. C'est qu'on comprend que la médecine était d'emblée à la fois telle qu'elle est, on va dire allopathique, et qu'elle était en même temps quantique. En même temps, on pouvait guérir quelqu'un avec à la fois des chants, à la fois le rétablissement de l'équilibre entre ces centres énergétiques. Et tout cela faisait partie de la même médecine. En même temps, il y avait la neurochirurgie, en même temps, voilà, vous voyez, Et je fais le parallèle justement avec quelque chose que M. Omotunde justement m'apprenait par rapport au cas, par rapport au gros cas, que les sonorités, les ondes dégagées par le cas avaient justement une influence. Et vous m'expliquez que se certaines transforment en personnes... ondes électromagnétiques Voilà. qui régénèrent je dirais l'activité des cellules. Et ça, c'est important. Mais je voulais justement qu'on termine sur une chose, parce qu'il y a une chose qui me semble être importante, c'est le fait d'avoir tout simplement conceptualisé l'existence des microbes. Parce qu'on a l'habitude de regarder les microbes au microscope, et on voit que les outils étaient stérilisés. Même en Afrique impériale, les outils sont stérilisés.
le médecin qui doit intervenir connaît les règles d'hygiène qu'il doit observer avant d'opérer une plaie, avant d'intervenir sur un patient. Et c'est ce qui est intéressant de voir, c'est que toute cette activité microbienne qu'on dit avoir découvert avec le microscope était déjà prise en considération à l'époque de l'Égypte ancienne. Et ça, c'est important d'avoir cette analyse-là. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y avait l'asepsie qui était bien organisée, avec du natron, une espèce de sel, parfois avec un jus de banane ou autre. Et puis on avait l'identification non seulement des microbes, hein, les oukhédous, et puis vous avez même la découverte de la pénicilline. C'est-à-dire que la pénicilline. les premiers antibiotiques étaient... On nous a présenté ça comme une découverte relativement récente. On dit que c'est Fleming, mais en fait, dès l'époque, voilà, et puis, enfin, en tout cas, il y a beaucoup... Alors, il y a en tout cas une indication importante aussi, c'est, vous savez, en 1973, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, décide regarde toute sa base médicamenteuse. Ils appellent ça le codex. Et ils constatent que 77% de ce qu'ils ont vient d'Égypte. Donc c'est dire. Hein, c'est clair et précis. Voilà. J'ai envie de dire. C'est pour ça qu'on donne rendez-vous à tout le monde vendredi à l'espace Le Couloir à Castel-Lamentin. C'est 200 mètres après la discothèque. Et on pourra venir, voilà, tout le monde pourra partager, voir les documents et rentrer dans les détails. Alors, justement, et pour ceux parce que souvent on demande s'il y a de la documentation, s'il y a des ouvrages, eh bien vous avez un site internet, vous avez un site internet voilà, justement totalement, qui propose des ouvrages. Anijar-édition.fr. Anijar-édition.fr où les gens ont la possibilité de commander l'ouvrage et de le recevoir directement à la maison. Et si vous voulez avoir effectivement une idée de l'origine africaine, eh bien, de la médecine et de la chirurgie, eh bien, vous devez vous procurer cet ouvrage, oui, très bien expliqué, avec beaucoup d'illustrations, de façon à vous permettre de voir exactement de quoi il est question. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir. On va se donner rendez-vous pour quand? La semaine prochaine. La semaine prochaine? Bon, ça me va. Passez une excellente soirée sur Canal 10, on se retrouve demain.